Bonjour, bonjour, ça marche, c'est toujours un petit moment, enfin, si les micros marchent, mais c'est bon. Merci d'être là en cette fin de journée. Après cette journée riche d'échanges à Social Change, on a eu vraiment des témoignages très, très intéressants. Si vous avez loupé Fabrice Bonifay, à la tête du club des directeurs de développement durable, je vous invite à revoir le replay parce qu'il n'a pas laissé le choix. Et il faut agir et ça vaut le coup d'écouter ses propos. Pour nous, c'est cette dernière table ronde. Alors, vous avez les intervenants, je vais vous les présenter aussi. Le thème, la sobriété énergétique, levier vers la transition. Le gouvernement veut arriver à moins de 10% de consommation énergétique en 2 ans. Comment on va faire? La sobriété est bien là, ce n'est plus une option, on peut le voir, à tous les niveaux. Des solutions existent, on va le voir, notamment dans les entreprises, mais aussi au niveau du parc résidentiel. On va faire comment avec toutes ces innovations? On a nos 4 interlocuteurs qui vont nous faire le point pour nous expliquer tout cela. Alors, je vous présente. Nous avons, je vais commencer par le fond de la table, voilà. OK Wind de Vitré avec son dirigeant fondateur Louis Maurice. Il est spécialiste du tracker solaire. Vous pouvez déjà un tout petit peu compléter si je dis des bêtises, mais normalement, non. 130 salariés, chiffre d'affaires, 25 millions? Oui, l'année dernière. Ah oui, d'accord. Donc ça, vous nous direz cette année, donc effectivement. Et surtout, récemment entré en bourse. Oui, on est coté sur Euronext depuis le 8 juillet. Voilà, donc effectivement. À côté, Delta d'Or, Guillaume Ettoré, vous êtes directeur général de Delta d'Or, voilà. Installé à Bonnemain. Alors, Delta d'Or, pour les Bretons, on connaît quand même parce que c'est un acteur incontournable de la maison connectée depuis 30 ans. Il va nous expliquer aussi tout ça. 810 salariés. Dans combien de pays? Dans 4 pays principaux, que sont la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, avec des présences moins importantes en Pologne, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas. Bon, très européen. 160 millions de chiffre d'affaires. Ah, aujourd'hui, pareil. Enfin, voilà. Pour la région Bretagne, nous avons l'honneur d'avoir le vice-président, monsieur Daniel Cueff, qui s'occupe de mer et littoral. Mais non, il ne s'est pas trompé de table ronde. Vous allez voir, il a énormément de choses à nous dire, même sur la mer et le littoral, et sur plein d'autres choses. Et nous avons Energy NC, Arnaud Legrand. Et là, vous avez 30 salariés. Votre chiffre d'affaires? Autour d'1,5 million. D'accord. Voilà. C'est important parce que comme ça, vous voyez, on a 3 entreprises un peu différentes. Et on va. Alors, on commence. Ça nous amène jusqu'à 17h. Autant vous dire qu'il y a des choses plein de choses intéressantes à partager avec vous. Sobriété, le mot d'ordre de cette rentrée. Quand j'ai commencé la table ronde, je me suis dit, mais sobriété, c'est pas nouveau. La sobriété, tout autour de la table, on a eu des précurseurs, peut-être avec des appellations différentes, mais pour produire de l'énergie renouvelable, pour utiliser de l'énergie fossile. La sobriété, c'était pas, on le découvre pas aujourd'hui. Et j'avais envie de commencer à ouvrir cette table ronde avec Daniel Cueff, parce que s'il est là avec sa casquette de vice-président du conseil régional, il a un long passé d'élu local. Et pour ceux qui le connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. Il ne faut pas qu'il fasse trop long, parce que c'est passionnant. J'avais envie de dire, vous avez été maire de Langouette, vous allez nous dire où ça se situe, et vous avez fait la sobriété avant tout le monde, j'ose le dire, peut-être trop tôt, ou pas, mais certainement à une époque où les solutions n'étaient pas aussi évidentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en prenant un micro? Oui, merci pour votre accueil. Effectivement, je suis devenu maire de Langouette en 1999 par hasard, parce que, vous savez, c'est des scrutins uninominal où les gens se rayent, si vous voulez, se mélangent des listes à l'époque, etc. Et je me suis présenté comme ça un peu par hasard, et comme personne ne me connaissait, personne ne m'a rayé, et donc j'ai été élu à 80%, ce qui fait qu'on pouvait présenter à l'époque son chien et sa chèvre, il était sûr d'être élu. Donc je ne suis pas élu sur un projet politique, et puis on se retrouve là, un peu bête, en se disant, voilà, comment on fait cette notion de développement durable, qui était à l'époque le rapport Brundtland, etc. On ne savait pas comment s'y prendre, parce que c'était bien joli, cette rhétorique, mais comment on allait faire concrètement?
Et donc j'ai proposé au conseil municipal de nous engager sur la question du développement durable. C'était pratique parce que personne ne savait comment faire. Surtout qu'à l'époque, peu de gens le faisaient aussi. Oui, et puis on ne savait pas par quel bout prendre, donc on a commencé à tâtonner. Et la question on a commencé à rénover notre école de haute qualité environnementale, donc 14 cibles, 52 sous-cibles, où la question de l'énergie était importante. Nous ne voulions pas faire appel à l'énergie électrique, nous ne voulions pas faire appel aux énergies fossiles, il ne restait pas grand-chose. Donc on a construit les premiers hameaux écologiques de Bretagne, 7 ans à Langouette. Les premiers panneaux photovoltaïques installés sur une école, c'est à Langouette. C'est visité aujourd'hui comme des collecteurs. Je vous invite à aller les visiter. À l'époque, vous trouviez les solutions ou vous les co-construisez avec des gens? On savait qu'il fallait se passer des énergies fossiles. Ça, c'était certain. Ni gaz, ni fuel. Il fallait se passer de ça. On sentait intuitivement, le rapport Brûlant le disait, il fallait sortir des énergies fossiles. Sauf que ça n'était pas du tout à la mode, ça n'était pas du tout rentable. C'était quand on faisait des appels d'offres, toujours l'électricité ou toujours le gaz ou toujours le fuel était ce retour sur investissement, il n'y avait pas photo. Donc faire des panneaux photovoltaïques pour produire un peu d'électricité, franchement, ça ne se faisait pas. Et donc, on nous invitait à ne pas le faire. Même on nous disait, écoutez, en Bretagne, il n'y a pas de soleil. Mais nous savions quand même que quand on allait en Allemagne, on voyait quand même beaucoup de panneaux photovoltaïques et que, jusqu'à preuve du contraire, il y avait une amplitude solaire moins importante en Allemagne qu'en Bretagne. Donc, on s'est lancé. Il a fallu qu'on fasse nous-mêmes les cahiers des charges. Il a fallu qu'on cherche des artisans, qu'on aille en Allemagne acheter les panneaux photovoltaïques, etc., qu'on démontre qu'on produisait vraiment de l'électricité. Donc, on a rendu les visites disponibles pour voir comment ça fonctionnait, comment il y avait une électricité qui était produite par le soleil. Et les enfants ont appelé ça, d'ailleurs, l'école solaire, leur école solaire, parce qu'il y avait une institutrice qui avait eu l'intuition de mesurer la quantité d'électricité consommée par l'école dans la journée et la quantité d'électricité produite. Et il faisait un delta, des courbes, etc. Donc, c'était extrêmement pédagogique. Ce que nos enfants vont faire cet hiver. Enfin, voilà. Vous l'avez fait il y a 30 ans. Oui, alors après, on a créé des logements écologiques, sociaux, très important. La première cantine 100% bio de France, c'est à Langouette également. Donc tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique. Donc là aussi, c'est une question d'énergie, produits locaux. Et la dernière opération que nous avons pu faire, c'est une opération qui s'est engagée dans une démarche cradle to cradle, du berceau au berceau, bien plus ambitieuse que la démarche développement durable, qui nous a amené à des maisons zéro carbone, zéro déchet, zéro fondation, toilettes sèches et 30 € d'énergie consommée par an, par maison. Donc, l'énergie nous a toujours permis d'arriver sur des performances, parce que c'était des performances en termes d'isolation, de choix de matériaux, de choix bien entendu de chauffage. Et le fait de vouloir aller vers le non-chauffage, vers des maisons autonomes en termes d'énergie et de chauffage, ça nous a poussé à aller à interroger l'ensemble de la construction, y compris sur des problématiques de santé, y compris sur des problématiques d'eau. L'énergie questionnait tout. Et nous avons acquis la conviction peu à peu qu'il ne fallait pas parler de sobriété, justement. Jamais parler de sobriété, mais plutôt parler de frugalité. C'est-à-dire qu'on avait, avec ces techniques que l'on mettait en place, on avait un bonheur d'exister, on avait envie de la vie. Et la dernière opération que nous avons pu mener, c'est avec la société OKWin, où la loi nous permettait d'être producteurs d'énergie pour nos habitants. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça crée de la frugalité et de l'enthousiasme, le fait que les habitants voient la production d'électricité arriver chez eux et ont investi dans cette chose-là. Et c'est intéressant, c'est que vous disiez qu'ils n'étaient pas cobayes, c'était très réaliste, c'était à des coûts, c'était tout était, enfin voilà, tout était aligné. Je veux dire, ils ne subissaient pas aussi ce côté d'expérimentation. Non, vous ne pouvez pas créer du logement locatif social ou l'accession sociale à la propriété en faisant en sorte que les gens soient cobayes et puis expérimentent un certain nombre de choses. Donc l'écologie, c'est avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent véritablement. Donc c'est ça que nous allons chercher auprès des entreprises, auprès des ingénieurs, auprès des architectes, auprès des maîtres d'œuvre. Nous avons cherché des solutions. Et quand nous n'avions pas les solutions, nous les avons mis en expertise pour les inventer.
Et c'est ce que nous avons inventé avec la société OKWin. D'ailleurs, nous avons inventé l'autoconsommation collective. C'est-à-dire première commune qui s'engage avec une entreprise à produire de l'électricité pour ses habitants. Guillaume Ettor, Deltador. Alors vous avez créé Deltador, enfin pas vous. Moi non. Voilà. Je suis un peu jeune. Deltador a été créé dans les années 70. Alors si je fais court, enfin vous c'est le thermostat quoi. Alors effectivement, Deltador, créé en 1970 par un couple d'ingénieurs, Joël et Monique Renaud. Au début, c'est un atelier d'électronique à bonne main, et dès 1974, dès le premier choc pétrolier, immédiatement une prise de conscience du rôle que devait tenir Deltador dans la gestion des énergies. Avec d'abord effectivement des thermostats programmables qui permettent automatiquement, enfin, ce qui aujourd'hui est normal, de baisser la température la nuit, de baisser la température quand on n'est pas là et de le faire automatiquement, avec des délesteurs qui permettent de décaler, sa consommation dans la journée pour éviter des pics de consommation, pour pouvoir gérer son abonnement électrique, et ce qu'on appellerait aujourd'hui de la connectivité, mais dans les années 80, je ne suis pas sûr que ça portait ce nom-là. Deltador avait des systèmes qui permettaient d'allumer et d'éteindre son chauffage à distance, déjà avec son téléphone, qui à l'époque n'était pas du tout un smartphone, et on pouvait, en appelant sa maison avec un téléphone fixe, allumer, éteindre, baisser son chauffage. Et derrière, Deltador a su continuellement s'adapter aux nouveaux moyens de communication, pour passer au téléphone portable, évidemment, à l'application sur le smartphone, aux assistants vocaux, toujours dans l'optique de mieux gérer son énergie. Donc je dirais Deltador, depuis 50 ans, on pratique le je baisse, j'éteins, je décale. D'accord. Donc la sobriété énergétique, depuis le début, c'est la raison d'être. C'est le fil conducteur, c'est oui. Le fil conducteur. Complètement. À l'époque, quand ça a été créé, vous étiez les seuls en France. Vous étiez vraiment précurseurs, ou il y en avait d'autres, ou c'était On était précurseurs, oui, sur le fait de faire des choses qui soient contrôlables à distance, la notion de délesteur, etc., qui étaient vraiment des problématiques de l'époque. On a été vraiment les premiers. On a souhaité commencer par là pour bien vous rendre compte que la sobriété énergétique demandée actuellement, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà. Je me tourne vers Louis Maurice avec OKWin. Alors vous, en 2009, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas OKWin, ils ont commencé en 2009 avec l'éolien. Et vous n'êtes plus du tout dans l'éolien. Racontez-nous. Ouais, merci aussi de votre accueil. Non, on n'est plus dans l'éolien, on est dans le photovoltaïque. Et pourquoi ? Par contre, on n'a pas changé de cap. On est sur des technologies développées pour faire de la génération d'énergie dédiée à l'autoconsommation. Et qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Ça veut dire que, d'abord, lorsqu'on génère de l'énergie, elle nous appartient, et on a le droit de le faire. Et lorsqu'on utilise quelque chose qui nous appartient, on en prend soin. De là naît l'efficience énergétique, plutôt que des concepts de sobriété. Et il faut impérativement savoir bien utiliser son énergie. Et je pense que ça, c'est les deux clés. Nous sommes dans l'autoconsommation et dans la génération d'énergie. On a ajouté des modules de management de l'énergie, justement, de manière à pouvoir utiliser avec efficience l'énergie qu'on produit. Et aujourd'hui, sur des sites industriels ou sur des exploitations agricoles ou sur des collectivités, on arrive à assurer 50, 60, 70% d'autonomie énergétique par site. Ça veut dire que la facture résiduelle payable à EDF, Engie ou Total, elle se résume à 30% ou 40%. Et je pense que ce point est extrêmement important. On est totalement en retard sur ces principes d'autoconsommation vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 10% de la production nationale qui est autoconsommée. En France, on est à 1%. Regardez, le gouvernement nous demande d'économiser 10%. Et si on le faisait par autoconsommation ? Voilà, c'est plutôt par là, je pense qu'il faut arriver à raisonner.
Juste pour revenir, en 2009, quand vous avez lancé votre entreprise, vous étiez pareil, c'est ça qui est intéressant, est-ce que vous étiez tout seul, est-ce que c'était compliqué, est-ce que voilà, vous avez mis du temps à trouver le modèle économique, vous êtes rentré en bourse, donc ça veut dire que ça, voilà, vous allez nous dire un peu tout à l'heure aussi comment ça fonctionne, mais est-ce que c'était très compliqué, vous avez mis du temps à trouver le modèle économique parce que et ça va être la deuxième partie de cette table ronde, parce que c'était trop tôt? Alors je pense qu'il y a réellement deux choses. Je pense qu'on a fait des erreurs. Quand on crée une entreprise qui n'en fait pas, on a fait des erreurs. Ça prouve que vous êtes un bon dirigeant. Mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer. Et on a vivoté comme ça pendant 4-5 ans. Et c'est grâce à des pionniers comme Daniel Kueff qu'on a commencé à décoller sur ces principes. Et donc on a affiné les principes. Sachez quand même qu'en 2015-2014, on était une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est près de 200 personnes. Enfin, on a décollé de manière assez fantastique. Mais on est toujours sur la même ligne directrice, à savoir, il faut arriver à générer de l'énergie dans des conditions économiques satisfaisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de générer de l'énergie à 60, 70, 80 euros du mégawattheure. C'est un tout petit peu au-dessus du prix de l'ARENH. J'utilise un langage assez vulgarisé. Donc, et dans ces conditions, on peut faire des choses assez fantastiques sans polluer. Et on fait en sorte que la transition énergétique, elle soit du fait par les citoyens. C'est une histoire de révolution. Et le citoyen, il peut être encore une fois agriculteur, particulier, industriel, travaillant dans les collectivités. Ça viendra et ça passera par les citoyens. C'est vraiment une philosophie qu'on doit tous avoir. Et ça n'empêche pas, ça n'apporte pas forcément de l'interdit. On peut consommer l'énergie qu'on produit sans détériorer la planète. Arnaud Legrand, vous êtes le plus récent dans la création d'entreprises. Energency, c'était donc vous l'avez créé en On l'a immatriculé en 2013, on est arrivé sur le marché en 2016. Voilà, donc petite dizaine d'années. Vous m'avez dit que c'était en réaction, enfin, vous allez nous expliquer, au quota carbone, c'est ça? Comment, ou non? Alors en fait, c'est lié à mon passé de consultant. En fait, je faisais des bilans carbone dans les usines. Ouais. Et c'est vrai que je constatais que, en fait, concrètement, je développe une technologie numérique qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour aller faire jusqu'à 15% d'économie plutôt uniquement sur les usines. Et voilà, concrètement, la donnée disponible dans les usines, elle était, il y a 10 ans, assez éparpillée, voilà, sur des compteurs localement. Elle n'était pas dans le cloud. Enfin, toutes ces technologies du numérique qu'on utilise tous aujourd'hui n'étaient pas vraiment disponibles. Donc, il y avait, on va dire, une chaîne de valeur de la donnée qui était assez rudimentaire, du compteur au bout de papier en passant par des tableurs bien connus. Et donc, tout ça n'était pas temps réel. Donc effectivement, manager des consommations qui peuvent aller à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros en attendant la facture un mois après, forcément c'est compliqué puisque c'est pas du tout agile comme méthode. Donc l'arrivée du numérique, la connectivité des compteurs, la capacité à stocker, à faire de l'intelligence artificielle en temps réel, aujourd'hui, ce sont des leviers qui permettent d'agir sur les usages de consommation. Mmh. Et quand on a des très gros consommateurs d'énergie dans l'industrie papetière, chimique, voilà, dans l'acier ou dans d'autres process comme ceux-ci, apporter cette couche supplémentaire, ça permet de repousser les limites de la sobriété et de l'efficience. Donc évidemment, ces usines n'ont pas attendu pour être intelligentes par leurs propres moyens, mais l'arrivée de cette surcouche numérique, en fait, c'est un nouveau levier, c'est un nouvel outil dans la panoplie, dans la caisse à outils de la transition énergétique et de la route vers la neutralité carbone, qui est maintenant annoncée par quasiment tous les dirigeants. Voilà, quel groupe du CAC 40 n'a pas annoncé en 2030 être neutre en carbone? Et là, on comprend avec tout ce qui a été présenté que finalement, la solution, elle est plurielle. Produire son énergie, être efficient, l'acheter à un prix aussi décent, en tout cas compétitif. Hein. Vous lisez les journaux en ce moment, donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs facettes sur lesquelles il faut travailler quand on est une entreprise qui consomme pour arriver à neutraliser cet impact et être efficient. Quoi. Alors justement, on va commencer sur cette deuxième partie de la table ronde. L'idée, c'est de voir si cette sobriété maintenant, face aux crises, on est en marche forcée, mais on a bien vu que vous n'avez pas attendu pour trouver des solutions. On a tendance à penser qu'aujourd'hui, presque énormément de solutions existent sur toute la filière, de la production à l'utilisation, pour avoir cette sobriété. Vous allez nous dire, parce que vous êtes tous en accélération, les trois entreprises sont en accélération de vos marchés. Si on reste avec vous, Arnaud Legrand, Energency, donnez-nous des exemples d'entreprises
et je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est que actuellement, il y a quand même si les trésoreries sont encore bonnes, même si les carnets de commandes sont encore bonnes, les entreprises, face à cette flambée du prix de l'énergie, peuvent se dire, est-ce que c'est maintenant qu'il faut intervenir tout de suite? Est-ce qu'on attend? Voilà, la table ronde un levier vers la transition, il faut aussi avoir les moyens de cette transition. Qu'est-ce qu'il en est? Et si on peut avoir quelques exemples d'entreprises avec... Ouais. Je vais prendre quelques images animalières. En fait, nous, on est assez jeunes, effectivement, par rapport à d'autres entreprises. On constate que depuis quand même quelques années, il y a une vraie accélération. Je dirais qu'il y a un peu les cigales et les fourmis. Il y a effectivement des entreprises qui sont très, très exposées à l'énergie. Ça peut représenter 40 à 50% de leurs coûts déjà avant cette crise actuelle. Donc, vous imaginez les impacts. Vous lisez dans les journaux que certains sont obligés d'hiberner, justement. Ceux qui sont obligés d'hiberner, ben forcément, c'est parce que le signal prix, de toute façon, est trop fort. Et là, effectivement, il y a un vrai choc économique. Donc la transition attendra pour eux. Bah là, c'est une question de survie, c'est même pas une question de transition. Donc on est sur quelque chose de beaucoup trop brutal. Effectivement, mettre en place des solutions comme les nôtres, ça peut apporter des réponses, mais il faut aller très vite. Nous, on a une technologie qui apporte des solutions en moins d'1 an. Le retour sur investissement, c'est 6 mois. On peut avoir un exemple d'une entreprise, par exemple, qui... Oui, ben alors en Bretagne, nous, on a un client qui est client depuis très longtemps, c'est l'entreprise ENAF dans le Finistère, qui utilisent nos technologies pour effectivement comprendre leur consommation, analyser et effectivement faire face à de toute façon une augmentation mécanique de leur consommation. Donc ça, c'est plutôt une entreprise ETI représentative de notre région. Faire 5, 10, 15% dès la première année, effectivement, ça va être une partie de la réponse. Ça ne résout pas tout. Voilà, à côté de ça, on a des entreprises comme ArcelorMittal, leader mondial de l'acier, qui travaillent avec nous sur des enjeux beaucoup plus forts. Et là, effectivement, on parle de milliards d'euros d'énergie achetée par an. Donc, effectivement, les énergies renouvelables, l'efficience par l'intelligence artificielle va être une partie de la réponse. Mais évidemment, elles ont une empreinte très forte. Donc, nous, on va leur faire gagner 5%, par exemple, sur une trajectoire où ils ont déjà fait 10, 15, 30%. Et donc, ce n'est pas une solution unique, mais de toute façon, ce sont des gains qui sont les bienvenus, puisque là, chaque pourcent va compter dans cette histoire. Votre innovation, votre produit innovation, vous êtes à 30 salariés, beaucoup de R&D, que de la R&D ou... Oui, beaucoup de la R&D. On est issu de 2 laboratoires, l'INRIA et l'Institut Mines Télécom à Rennes. Mettre en place ces algorithmes sur des contextes effectivement industriels assez complexes, hein, où il y a quand même beaucoup de données, beaucoup de complexité. Il faut savoir qu'une usine, ça ne tourne pas au nominal en permanence. Il y a plein de produits différents qui sont fabriqués. Et puis nous, on travaille beaucoup à l'international. Hein. Notre chiffre d'affaires, il est à 40% dans 3 continents. Donc ça nous oblige effectivement à être capable... 1 million de chiffre d'affaires est déjà à 3 continents. En fait, on a des clients qui, par essence, sont globaux, donc ils nous emmènent dans leurs différents sites à l'étranger. Et c'est vrai qu'ils veulent des réponses qui soient capables d'être mises en œuvre rapidement. Je pense que on parle aujourd'hui beaucoup d'industrie du futur. Être capable de fournir des outils qui ont un impact rapide, c'est très clé en fait en ce moment, vu le contexte. Delta d'Or, Guillaume Elétor, justement par rapport à cette sobriété demandée ou face aux crises, mais ou cette accélération par l'innovation, vous en êtes où, Delta d'Or? Est-ce que Wayne nous a dit, on reviendra aussi en disant que c'est actuellement une explosion de demande, mais vous en êtes où? Et est-ce que ce pilotage fin à la fin de la production est très demandé? Alors là, plus dans les maisons, forcément. Alors effectivement, voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les solutions dont on parle, hein, dans le logement, qui représente à peu près un tiers de l'énergie utilisée en France, pour améliorer la situation, on a de la construction neuve, on a de la rénovation, de l'isolation, des changements de générateurs, de chaudières, de pompes à chaleur, et on a le pilotage. On a l'autoconsommation, on a des panneaux solaires, on a plein de solutions. Mais toutes ces solutions, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'au départ, il y a un investissement qui est porté par l'utilisateur final, l'occupant ou pas, mais il y a un investissement, et il y a un retour sur investissement qui est évidemment lié au coût d'aller chercher de l'énergie sur le réseau. Donc quand l'énergie sur le réseau coûte 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher, le retour sur investissement va 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite. Donc forcément, la situation aujourd'hui a tendance, par un fort signal prix, à accélérer les choses. Alors après, si je regarde chez Delta d'Or, on propose donc des gestionnaires d'énergie, des thermostats, programmables notamment.
Et ce qu'on voit, ce que nos études nous montrent, c'est que, là c'est l'ADEME qui le dit, hein, c'est qu'un thermostat programmable, ça permet de gagner 15% sur son chauffage. Maintenant, on veut aller un peu plus loin, parce que ça, c'est un thermostat programmé. Et un thermostat programmable, ce qu'on voit malheureusement, c'est un peu comme le magnétoscope des années 80. On appelle ses enfants pour le programmer. Bon. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'un thermostat programmable devienne programmé? On n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui que de le rendre connecté afin de pouvoir le programmer avec son téléphone. Parce que ça, pour le coup, ça fait que les utilisateurs s'y retrouvent, ils ont l'habitude, ils ont un grand écran en couleur, une interface tactile, et le thermostat passe de programmable à programmé, et du coup, on gagne ces économies promises. Mais pour vous, ça, c'est des choses qui sont maintenant, quand il y a des constructions de maisons, c'est des choses qui sont intégrées, c'est-à-dire que là, on parle de sobriété actuellement. Peut-être qu'en fin de compte, M. Maurice le disait, la sobriété, c'est plus le terme, c'est que c'est tellement acquis dans les usages. Est-ce que c'est le cas pour vous et par contre, est-ce que vous voyez une accélération maintenant, ou l'accélération pour vous l'était déjà, je parle en termes de marché et de contrat, est-ce que c'était déjà le vrai avant? Alors sur les maisons, effectivement, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 la réglementation dite RE 2020, RE 2020 avec un petit décalage, qui impose toute une série de métriques sur la performance thermique de l'enveloppe, sur la consommation d'énergie primaire, renouvelable, non renouvelable, etc. Et notamment, un des effets de toutes ces contraintes, c'est qu'il devient pratiquement obligatoire, par exemple, de piloter ces volets roulants. C'est-à-dire qu'en été, les volets roulants se baissent automatiquement dans la journée en cas de fort ensoleillement. En hiver, les volets roulants se baissent la nuit pour accroître encore l'isolation. Et ces systèmes sont des systèmes fondamentalement connectés et qui deviennent de fait obligatoires dans la construction neuve. Ok. Donc, oui, vous nous disiez, Louis Maurice, que vous aviez 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais alors vous allez faire combien à la fin de l'année? Et ça veut dire que vous avez une explosion de votre demande. Donc, ça veut dire que la sobriété fait que vous avez des demandes, ou c'est tout le boulot que vous avez fait depuis 20 ans qui apporte? Il y a les deux qui concourent à cela, mais je voudrais simplement reprendre les termes de Arnaud Legrand. Aujourd'hui, on a une question devant nous c'est l'immédiateté des réponses à apporter. Pour vous donner une indication, 50% des appels à l'entreprise sont issus d'industriels ou d'exploitants agricoles qui sont complètement perdus face à la flambée des prix de leur énergie. Sachez qu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, une consommation moyenne d'une entreprise moyenne, ça a oscillé entre 80 € du mégawattheure à 130 € du mégawattheure. C'est à peu près le niveau de prix moyen auquel l'entreprise achetait. Aujourd'hui, on est entre 250 et 450 € du mégawattheure. Et pratiquement dans un cas sur deux, sur les entreprises qui nous appellent, ils ont mis en péril leur PNL, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une situation de profit à une situation de perte. Et ils ont devant eux peut-être 2 à 3 ans de situation de perte possible parce qu'ils signent des contrats sur 3 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde qui change de manière drastique et qu'il faut trouver des réponses immédiates à ce problème de crise. Ce que fait Arnaud, nous aussi on le fait, nos temps de cycle moyen d'installation varient entre 2 mois et 6 mois. Mais on est sur des économies d'énergie plus substantielles dans la mesure où on autoconsomme beaucoup ce que l'on produit. Donc tout de suite, on arrive sur des chiffres de 30-40%. Et puis on a ajouté, comme le fait Arnaud dans son entreprise, toute une couche de management de l'énergie par algorithme intelligent de la même manière, de manière à avoir une meilleure efficience de son utilisation associée. Et lorsqu'on fait ça, et si on arrive à le mettre en œuvre sur des temps de cycle qui sont courts, on a une réponse adaptée à la situation. L'enjeu va être là, la transition vers la transition, l'enjeu va être là. Ouais. Absolument. Elle n'est pas ailleurs, la transition. Je pense que c'est vraiment, je pense que Daniel Koeff partage aussi cet aspect des choses. Il faut trouver des solutions à court terme. On est en train de détruire la qualité de notre tissu économique en Bretagne, certainement. En Bretagne, on a un cas spécifique, c'est qu'on importe 83% ou 87% de l'énergie qu'on consomme. On est sur une robustesse d'approvisionnement qui est extrêmement délicate et on n'a pas de réponse structurante, alors que moi je pense que c'est aux citoyens de prendre cela en œuvre, quel que soit son statut.
Il faut arriver à faire en sorte qu'on autoconsomme un peu plus. On va donner la parole à Daniel Clef, mais juste une petite précision. Un de vos derniers clients, je crois, c'est assez intéressant, c'est les poulets de Janzé. Si vous pouvez nous donner ces... Poulets de Janzé, c'est une entreprise d'Ille-et-Vilaine qui produit des poulets label rouge. C'est une petite coopérative, il y a 170 adhérents. Ils ont décidé d'investir dans nos systèmes. Il y a 35% des adhérents qui ont investi dans nos systèmes. La commande, c'est fin juillet, la mise en route de l'ensemble. Donc, c'est 35% des sites concernés. Avant la fin de cette année, l'ensemble sera mis en route. Mais là, c'est les poulets de Janzé qui intervient ou c'est personnellement... C'est chaque agriculteur, c'est chaque exploitant agricole sous couvert d'un contrat global avec la coopérative. Donc là, accélération. Bien sûr. Donc, mais ça va avec l'immédiateté. Immédiateté et accélération, ça va de pair. Vous êtes coté en bourse, donc combien, vous l'avez annoncé, combien de chiffre d'affaires à la fin de l'année? Non, ce qu'on a garanti, on a dit qu'on serait au moins à 35, je pense qu'on va dépasser largement. Voilà. Bon. Je ne peux pas dire plus. Bon, ok. Daniel Clef, par rapport à tout ça, justement, c'est intéressant d'avoir la voix de la région. Qu'est-ce que vous pouvez faire, la région, dans cette période-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics? De l'argent, de l'action, un dessin sur voilà, comment vous voyez ça? Et peut-être vous avez des cas concrets voilà, de complexité aussi peut-être de la chose. Là, oui, vous n'avez pas une autre question? Non, mais à un moment donné, il faut bien mouiller la chemise. Non, mais... Si vous voulez, la transition écologique, la transition énergétique, il y a 20 ans, c'était possible. On passait à la transition. On allait lentement, mais sûrement vers... On n'est pas allé plus vite aussi. Parce qu'on n'est pas allé, parce que voilà, on n'avait pas conscience tout à fait de la réalité dans laquelle nous sommes maintenant. Et donc, il fallait vraiment presque être oiseau de mauvais augure pour dire que voilà, cette situation était inéluctable. Et quand bien même le pétrole serait gratuit, il n'empêche qu'il n'est plus acceptable pour la société, il n'est plus acceptable pour l'environnement. Donc, on devait y aller, il fallait y aller. Donc, on n'y est pas allé. Concrètement, c'est ça. Donc, maintenant, on est devant un mur très considérable. Très considérable. Donc, on a deux tendances. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de produire une énergie de façon la plus autonome possible. Donc, la région s'est engagée, vous le savez, dans la production d'énergie offshore sur la baie de Saint-Brieuc. Ça fait 12 ans que nous y sommes, on n'a toujours pas produit le premier électron. Effectivement, ça ne va pas très vite. On va y arriver, je m'en occupe, donc ça va y arriver. Mais c'est quand même un peu lent. Et c'est le citoyen qui s'oppose, c'est les pêcheurs, c'est tout un tas de Donc quand M. Maurice dit qu'il faut redonner la parole aux citoyens, il faut faire attention aussi. Il faut faire attention. Et donc, après, donc c'est ça, il y a des infrastructures, il y a le développement aussi de l'autoconsommation collective, c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet aujourd'hui de logement, un projet d'aménagement urbain, d'entreprise, qui ne soit pas en situation de pouvoir produire tout ou partie de son électricité. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut faire attention au fait que nous puissions résoudre les problèmes par de la technologie embarquée, ou trop embarquée. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui, les architectes savent aujourd'hui faire des maisons qui peuvent se refroidir naturellement, peuvent se réchauffer naturellement, et qu'on n'a pas nécessairement besoin de volets roulants ou de choses qui sont techniquement embarquées. Alors c'est un courant de l'école de l'architecture qui a été lancé au niveau international par Philippe Madec, qui est un architecte de Bretagne, mais qui travaille à Bruxelles, et qui a lancé le manifeste de la frugalité heureuse et créative en architecture. Et c'est important parce qu'on peut arriver à créer les refroidissements d'une maison, par exemple, par des systèmes qui ont été conçus comme intrinsèques à la maison, sans embarquer de la technologie. Parce que plus on embarquera de la technologie, plus on aura besoin d'énergie et plus on s'enfoncera dans la précarité. On demandera à Delta d'Or... vous réagissez tout à l'heure, j'imagine bien, on va vous donner la parole. Mais j'accuse personne, mais non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il faut faire attention, forcément, sans compter le fait qu'on ne sait pas comment faire marcher ces choses-là la plupart du temps. Si vous pouviez savoir... Si vous pouviez savoir le nombre de panneaux photovoltaïques en Bretagne qui sont branchés, nettoyés par des entreprises chaque année, qui sont en fait pas branchés du tout. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Monsieur Clef, est-ce que ça veut dire que la région Bretagne doit aider aux filières, alors soit des filières comme justement de construction, est-ce que c'est ça? Est-ce que votre rôle va être là? Ça va dépendre. C'est-à-dire que sur la filière pêche, par exemple. La filière pêche est en difficulté aujourd'hui, parce que les bateaux de pêche sont au diesel.
Donc un certain nombre de bateaux, avec l'augmentation du prix du pétrole, n'ont pas pris la mer, parce que la paye des pêcheurs, le prix du gasoil est déduit de leur paye. Et c'est de toute façon une carbonation sans avenir. Sauf que comment on remplace cette carbonation diesel en mer, avec des vagues importantes, des conditions météorologiques quand même complexes, comment on remplace cette énergie? Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bateau de pêche aujourd'hui, par exemple électrique ou hydrogène. Donc le boulot de la collectivité, c'est de pousser le destin et de dire, est-ce que l'on peut, oui ou non, créer un bateau de pêche qui soit propulsé à l'hydrogène? Alors on nous dit, oui, c'est possible, on fait un benchmark, on rencontre des entreprises comme Energy Observer, on travaille avec eux, on lance des défis, on provoque des financements, et puis on se retrouve évidemment, comme d'habitude, n'est-ce pas, Monsieur Maurice, face à des difficultés administratives tout à fait considérables, parce qu'on nous dit les bateaux sont trop grands, ils n'ont pas le droit d'être aussi grands, etc. Et nous voilà à la Commission européenne pour négocier le fait que, bien que plus grands, nos bateaux hydrogène ne pêcheront pas pour autant plus. Donc voilà. Donc il y a des discussions en jeu menées au niveau européen par le président de région. Mais on se retrouve empêché dans nos actions, au point que même nous sommes en train de travailler avec Jersey et Guernesey, qui sont des pays tiers dorénavant, mais qui ont des lois différentes des nôtres, et qui sont d'accord que nous allions pêcher chez eux, parce qu'on pêche beaucoup chez eux, justement si on arrive à décarboner notre pêche. Vous voyez. Donc il va falloir qu'on y aille. Mais le jour où nous aurons fait dans un armement 1, 2 ou 3 bateaux de pêche décarbonés à hydrogène, pour l'instant on en aura 4, 2 en ostréiculture, 2 en pêche, nous allons faire la preuve par l'expérience que cette énergie est tout à fait possible. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre d'ingénieurs, le nombre de politiques qui sont venus nous dire ça ne va pas marcher, ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Sauf que si on n'arrive pas à trouver une solution, il n'y a plus de pêche. Alors, on a bien compris, l'exemple est significatif. Deltador, répondez à cette... C'est intéressant de savoir, de pouvoir créer aussi l'architecture, créer de manière naturelle. Est-ce que vous avez pensé, vous pourriez avoir une filiale sans connexion chez vous? Alors, nous participons effectivement et nous finançons une chaire de recherche à l'université Rennes 1 sur la rénovation énergétique des bâtiments, avec notamment tout un volet de l'étude sur les matériaux biosourcés, sur les bétons de chanvre et sur les propriétés que cela peut avoir dans la régulation notamment de l'hygrométrie en intérieur et de l'amélioration du bien-être, sans avoir recours à de la climatisation, sans avoir recours à tout un tas de dispositifs actifs qui, comme vous l'avez très justement signalé, si on fait bien le bilan global, font plus de mal que de bien. Donc effectivement, nous travaillons donc sur des solutions passives, complètement passives, donc par du matériau de construction. Est-ce qu'il n'est pas antinomique avec votre développement économique? Là, je fais un peu l'avocat du diable. C'est tout à fait compatible avec notre objectif. Voilà. Après, sur les moyens, on explore plusieurs moyens. Okay. Et ensuite, dans les solutions que l'on appelle néanmoins passives, donc typiquement gestion des volets roulants pour créer ou des protections solaires plus généralement, pour créer de l'ombre et éviter que la chaleur ne rentre plutôt que de l'extraire avec un climatiseur, ce sont des solutions qui ne consomment pratiquement rien par rapport à ce qu'elles économisent. Et pour ceux qui seraient inquiets de la consommation de leur moteur de volet roulant, nous sortons l'année prochaine des moteurs de volet roulant à énergie solaire avec un petit panneau qui permet d'éliminer encore cette toute petite consommation-là. Okay. Louis-Maurice, vous vouliez intervenir avant la dernière partie de cette table ronde. Je vais intervenir sur 2 points, parce qu'on parle toujours de subventions. Moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Daniel Koef. Il faut savoir pousser le destin lorsque c'est nécessaire, mais les politiques de subvention sont à bannir. Aujourd'hui, 90% du photovoltaïque est sous subvention d'État. Oui. On ne pousse pas le destin avec le photovoltaïque. Oui. Nous, on est sur un business model qui ne nécessite pas de subvention. Et moi, je comprends assez mal pourquoi il y a une telle abondance de financement sur ces types de technologies. Dernier point peut-être, les tracasseries administratives. Ce que nous avons trouvé, nous, et c'est une réponse au fait qu'on n'arrive pas à déployer nos innovations. Lorsqu'on fait des choses nouvelles, pour essayer de divulguer, de déployer, de communiquer sur la chose nouvelle, en général, on s'intéresse, on va vers les syndicats professionnels, on leur dit voilà, on a développé des choses nouvelles.
On peut faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, rien ne bouge. Et par le fait du hasard, j'ai réussi à aller rencontrer un des ministres et je lui ai expliqué mon histoire. 10 jours après, il me mettait en contact avec le directeur de cabinet de Pompili. Et donc on était sur la transition énergétique. Bon teint, bon genre, etc., qui comprend tout très vite. Et il me dit, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir avant ? Parce que chez et donc, qu'est-ce que font les ministères ? Ils s'adressent aux syndicats professionnels qui sont détenus et sont sous couvert des grands lobbies. Je ne dis pas lesquels, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Mais bon. Et donc, ces grands lobbies, en fait, ils divulguent le message au ministère de l'Environnement pour faire en sorte que les innovations qui sont en puissance gênante pour eux ne percent pas. Et pourquoi on dit bien souvent qu'en France, on n'arrive pas à déployer nos innovations ? C'est justement à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de veille technologique dans les ministères ni dans les régions. Pourtant c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un très gros programme actuellement de start-up industrielle, de deep tech. Ce qu'on appelle la deep tech, c'est l'innovation qu'on met dans ça ne va pas, c'est pas bien ciblé pour vous, c'est pas bien. Il n'y a pas de veille technologique. Ok. Il y a des veilles technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine. Il y en a plein partout. En France, il n'y en a pas. Bon, d'accord. Dans les ministères, j'entends. Hein. Oui, j'entends. Oui. Pour clôturer cette table ronde, je ne sais pas si on a que 5-10 minutes encore, mais ça serait bien, mais on va essayer de. Voilà. J'avais envie d'aller la prochaine étape, sachant qu'on a bien compris, vous étiez vous trois, je dirais même 4, vous étiez précurseurs, ça a mis du temps. Là, on y est en marche, même pas forcée, enfin, ça devient évident. On voit les freins. C'est quoi la suite ? Est-ce que ça va être des réponses beaucoup plus locales ? Est-ce que ça va être des réponses très pilotées ? Est-ce que ça va être un mix de tout ça ou rien ? Parce que si on ne lève pas ces leviers administratifs et tout, on ne va pas s'en sortir et on ne va surtout pas aller assez vite devant une transition. Donc voilà. Donc une question très large pour avoir une conclusion. Peut-être Energency, comment vous voyez vous la suite Moi, ça fait toujours, sachant que je pense qu'on restera dans un monde de crise, on les enchaîne, on a compris que un monde de Trente Glorieuses, on n'est pas près de les retrouver tout de suite quand même. Si je regarde dans le rétroviseur, les pionniers, en France, on bouge par 2 choses, soit la loi, soit le portefeuille. Donc la loi, effectivement, elle va mettre en marche forcée, on va forcer le destin, on va utiliser l'instrument économique. Nous, par exemple, notre outil, ça fait seulement qu'1 an et demi qu'il est subventionnable. Alors certes, les subventions, au bout d'un moment, il faut faire attention parce que ça devient un mécanisme un peu dangereux, on l'a vu dans l'agriculture. Vous avez du crédit impôt recherche ? Alors nous-mêmes, pour notre technologie, oui, et c'est clair que ça nous aide. La région aussi nous a financé sur l'innovation, donc sur ce sujet intrinsèque, c'est important aussi de le dire, parce que ça, c'est un vrai levier. Tout à fait, mais le vrai combat, il est sur l'adoption des technologies. Et donc les industriels, effectivement, l'arsenal réglementaire, quand on a distribué des quotas CO2 gratuits, on n'a évidemment pas forcé le destin. Donc nous, ça fait seulement qu'1 an que notre technologie est subventionnable pour une entreprise qui veut y aller, avec notamment des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est rien du tout si on regarde dans l'histoire industrielle. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à booster, voire à mettre en marche forcée les nouvelles technologies. Le coercitif, c'est bien. L'inspirant, c'est bien aussi. Donc contraindre avec des réglementations. Évidemment, je pense que le contexte va se durcir. Moi, je pense que dans les prochains mois, on va avoir, je pense très concrètement, des mécanismes, par exemple, d'échange de quotas d'énergie, comme on l'a vu dans le CO2. Ça va arriver, ce genre de choses. Les vertueux pourront vraiment en bénéficier, revendre à d'autres. On va se retrouver avec ce genre de choses, parce que ça a déjà fonctionné. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on a peu de temps, mais dans plein de sujets différents. Ouais. Et effectivement, si j'étais à la place du ministre de l'Énergie, je saurais quoi faire, effectivement. Deltador, peut-être ? Facile à dire. Guillaume Ettore pour... Alors effectivement, demain on va vers une massification, c'est-à-dire des choses qui étaient le fait de quelques technophiles vont devenir des solutions standards pour tout le monde. On le voit dans les maisons neuves où la connectivité et le pilotage des systèmes devient de fait... C'est sûr que quand notre ballon de chaude va être coupé entre midi et 2, on va comprendre. Par exemple, on va comprendre un peu plus vite. Donc la massification, ce qui passe par de la formation, parce qu'il faut aussi avoir de la main-d'œuvre dans le bâtiment, des électriciens, des plombiers. Aujourd'hui, on en manque, ça c'est un vrai sujet. Et vous l'avez. La formation, c'est un vrai sujet. La formation, ça c'est un vrai enjeu. Et vous donnez un exemple ici, on coupe le thermostat entre midi et 2. Ça, c'est une tendance de fond
C'est-à-dire que historiquement, on a piloté la production pour s'adapter à la demande. Demain, avec l'essor des énergies renouvelables qui ne sont pas nécessairement pilotables, on va devoir piloter la demande et pouvoir allumer, éteindre, piloter et moduler la demande en fonction de l'énergie disponible. Et ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau et qui va rester vrai pour les décennies à venir. Monsieur Coef, vous rêvez de quoi demain, si c'était possible? Et parce que je veux que ça soit Monsieur Louis-Bourris qui conclue. Eh bien, écoutez, de faire une table ronde en plein jour et en plein soleil. Parce que nos habitudes, vous voyez, nous font qu'il fait beau. On va en Bretagne, d'habitude. Il fait jour. Oui. Et nous sommes ici enfermés dans une salle qui a des projecteurs de toutes sortes qui doivent consommer, je ne sais pas, mais enfin qui consomment. Non, mais c'est intéressant. Donc on n'a pas conçu ici des bâtiments pour être de plein jour. Et donc on va être amené quand même à changer nos habitudes, changer l'habitus, comme disait Pierre Bourdieu. Moi je souhaite personnellement que nous allions vers la frugalité. Frugalité, c'est le mot fruit. Et donc c'est très important d'être heureux. Et c'est pas un gros mot, vous disiez. Oui, parce qu'il faut. Sobriété, c'est un petit côté oui, dur. On va se serrer la ceinture et tout ça. Non, il faut trouver d'autres solutions qui sont plus harmonieuses, plus poétiques, plus philosophiques, différentes, qui nous créent du bonheur et de l'empathie, je crois. Et c'est ça qui va être le challenge aujourd'hui, parce que si nous ne créons pas du bonheur avec la transition écologique, nous allons créer du conflit. Et le conflit, on sait où ça nous conduit, ça ne nous conduit pas à l'écologie. Bravo. Et le dernier mot de la fin? Ça va être difficile de conclure derrière Daniel. Hein. Ouais. Non, mais ce que je veux, moi, ma conclusion, elle est sur 2 niveaux, si je puis me permettre. La première des choses, c'est qu'en Bretagne, hein, puisqu'on est ici en Bretagne, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont extrêmement puissants, trop puissants. On n'a pas aujourd'hui de solution immédiate. Par contre, on a plein d'entreprises. Il y a plein d'entreprises hyper innovantes. Tout à fait. Et on n'arrive pas, en fait, à faire des déploiements relativement importants. Alors, je ne vais pas me citer comme exemple. Nous, pourquoi on avait été faire une levée de fonds? C'est pour avoir des fonds propres supplémentaires. Ces fonds propres, ils servent à se développer. Plutôt que d'attendre tout de l'État, je pense qu'il faut absolument contribuer à ce que toutes les petites entreprises qui sont innovantes, elles puissent faire cette traversée du désert. Elle a fini de son innovation, mais elle n'est pas encore en capacité à déployer de manière industrielle ces solutions. Et il faut absolument les pousser, les organiser, faire en sorte qu'elles puissent se développer de manière à ce que le déploiement industriel soit quelque chose de réel. Et lorsqu'il y a du déploiement industriel, il n'y a plus besoin de subventions. Bien sûr. Voilà, c'était pour compléter ce que disait Daniel. Très belle conclusion entre du bonheur, pas de conflit, et du développement économique et moins de subventions. Merci, c'était passionnant, mais ça, on le savait un peu d'avance. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Et on va poursuivre, presque clôturer la fin de la Social Change. Merci.